Bonjour, encore une fois heureux de vous retrouver. Après la série d'émissions qu'on a faites sur les séismes, sur les constructions, la manière de faire en sorte qu'elles résistent au séisme, sur la fréquence des séismes et la vibration des bâtiments et le phénomène de résonance, on va essayer aujourd'hui de parler d'autre chose, d'un autre sujet. Ce n'est pas qu'on a épuisé le sujet des séismes et des constructions. C'est un sujet très vaste. Et même les vidéos que j'ai faites, je pense, pour pouvoir en faire d'autres, peut-être un peu plus didactiques et pédagogiques, en utilisant certains outils, mais ça nécessite un petit peu de préparation. Donc, je vous promets d'essayer de faire un effort, notamment la vidéo que je vous avais promis sur le séisme de Boumerdes, spécialement celle-là. Inch'Allah, on va la faire. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va démarrer une série de vidéos sur l'espace et l'univers. Là, vous allez tout de suite me dire que c'est vaste, c'est très grand, hein? C'est absolument phénoménal, hein? On va essayer de parler une autre fois des dimensions de l'univers. C'est plus que tout ce que vous pouvez imaginer. C'est incroyable. D'accord? Mais on va essayer de démarrer doucement. On va pas essayer de parler de l'univers et ensuite de nous situer. Non, on va démarrer de là où nous sommes. De là où nous sommes sur la Terre. Nous sommes sur la Terre. Imaginez-vous assis à votre table, sur une chaise, avec une tasse de café. Hein? Imaginons que ça ce soit donc une tasse de café devant vous. D'accord? Prenez votre café calmement. Est-ce que votre café se renverse? Non. Non, si vous êtes chez vous, il ne se passe rien, il n'y a pas de séisme, il n'y a pas de vent. Donc, votre café est stable, votre table est stable, vous êtes stable. Et pourtant, et pourtant, on sait maintenant que la Terre est ronde. À certains moments, au début, on pensait que la Terre était plate et qu'elle était le centre de l'univers. D'ailleurs, les premiers qui ont essayé de démontrer le contraire, Galilée et Copernic, ont eu de graves ennuis. Ce n'est pas le propos de cette émission. Vous pouvez chercher sur Internet, vous allez voir qu'ils ont souffert parce qu'ils ont osé à l'époque donc contredire l'Église catholique qui affirmait donc que la Terre était plate et qu'elle était le centre de l'univers. Attention, mais maintenant il y a des courants de pensée qui disent que la Terre est plate, etc. Mais pour moi, c'est des charlatans. Hein, je n'accorde aucun crédit. Maintenant, c'est démontré, la Terre est ronde. La Terre est globalement ce qu'on appelle un ellipsoïde. Qu'est-ce que c'est qu'un ellipsoïde? C'est une déformation de la sphère. Dans le plan, vous avez le cercle. Le cercle, quand vous l'étirez un petit peu, vous avez une ellipse. Quelle est la différence entre un cercle et une ellipse? Un cercle, il a un seul diamètre.
dans tous les sens, hein. On est dans tous les sens, c'est le même diamètre. Une ellipse, elle a deux diamètres. Elle a le grand diamètre et elle a le petit diamètre. Quand vous prenez ça dans l'espace, ça donne une sphère pour le cas du cercle et ça donne un ellipsoïde dans le cas de l'ellipse. Mais globalement, on peut dire en première approximation que c'est une sphère. Disons que c'est une sphère. On va considérer, pour ne pas nous compliquer l'existence, que la Terre est une sphère. Et cette sphère, on sait maintenant qu'elle tourne autour d'elle-même. Elle fait un tour complet autour d'elle-même en 24 heures. Donc, si vous connaissez un peu de maths, pour faire un tour complet, l'angle qui est parcouru par la Terre va faire 2 pi radians ou 360 degrés. Donc, vous prenez à partir du centre comme étant le sommet de l'angle et vous tournez. Donc, l'angle, il augmente jusqu'à faire 2 pi radians ou 360 degrés. Ça, c'est la vitesse qu'on appelle la vitesse angulaire. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ça ne nous donne pas vraiment une idée sur cette rotation. On va se mettre sur la surface de la Terre, là où nous sommes. Là où je suis à la surface de la Terre. On sait que la Terre, elle a un rayon, donc la moitié du diamètre, c'est nisf al-qatr en arabe. Nisf al-qatr, c'est 6000 km. Globalement, en multipliant par donc 6000, ça fait 12 000 km, en multipliant par pi, qui est 3,14 et quelques, donc pi fois le diamètre, ça vous donne le périmètre de la Terre. Donc, quand vous faites un tour complet de la Terre, vous parcourez donc le périmètre, une distance égale au périmètre de la Terre. Si vous faites le calcul, donc pi par le diamètre, qui est de 12 000, 2 fois 6 000 km, vous obtenez à peu près 40 000 km. Pour avoir la vitesse en kilomètres par heure, c'est très facile. Donc si vous prenez un objet, là où je suis maintenant, moi, je roule, si vous voulez, à quelle vitesse, à la surface de la Terre, je tourne à quelle vitesse, il faut diviser 40 000 km par 24 heures, parce que un objet sur la surface de la Terre, il fait tout le tour, donc il parcourt 40 000 km en 24 heures. Vous divisez 40 000 par 24, ça vous fait 1600 km. Plus de 1660 et quelques. Disons 1600 km à l'heure. Quand vous prenez un avion, un Boeing ou un Airbus, la vitesse de croisière, c'est autour de 850, 900 km à l'heure. Et là où je suis, là où vous êtes, à chaque instant, vous avez une vitesse supérieure à 1600 km à l'heure. Vous dépassez la vitesse du son. Vous dépassez, donc vous avez une vitesse supersonique déjà seulement en tournant autour de la Terre. Donc dans ce sens, dans le sens de la rotation autour de la Terre, vous avez une vitesse supersonique, supérieure à la vitesse du son. D'accord? Vous avez presque la vitesse des avions de chasse.
vitesse du MiG ou du F-16, du MiG-29, du F-16, du Sukhoi 30, etc. Bon, ils volent un peu plus vite. Mais vous n'êtes pas loin. Et ce n'est pas fini. Parce que la Terre, elle ne se contente pas de tourner autour d'elle-même. Elle tourne autour du Soleil aussi. Et elle tourne autour du Soleil. Elle fait une trajectoire en une année. En une année, donc en 365 jours, elle fait un tour complet. À peu près, je crois que c'est 940 millions de kilomètres, la trajectoire totale. De la même manière, si vous divisez cette trajectoire, donc la distance parcourue par la Terre, par 365 jours, en multipliant chaque jour par 24 heures, et vous allez obtenir une vitesse, tenez-vous bien, de plus de 700 000 km à l'heure. 700 000 km à l'heure. Le plus rapide des vaisseaux spatiaux que les humains ont envoyés vers d'autres planètes, qui sont envoyés vers la Lune, vers Mars, vers les autres planètes du système solaire, il ne dépassait pas, à ma connaissance, 20 000 km à l'heure. 20 000. 20 000. Et vous faites 700 000 km à l'heure. Chaque instant. Chaque instant. Vous tournez autour de la Terre à 1600 km à l'heure. Donc vous tournez autour de la Terre et en même temps, vous tournez autour du Soleil à une vitesse de 700 000 km à l'heure. Ah, en fait, et la tasse de café, elle ne bouge pas. Question. Pourquoi? Si vous avez suivi mes vidéos, vous devriez être en mesure de répondre à cette question. On avait dit, pour expliquer les séismes, que tant que la vitesse était constante, tant qu'il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Mais si jamais il y a une variation de vitesse, il se crée une force qui est, on a dit, une force d'inertie à cause de la célèbre loi fondamentale de la dynamique qui dit que la force est égale à la masse que multiplie l'accélération. L'accélération, c'est quoi? C'est l'accroissement de la vitesse que divise le laps de temps. L'accroissement du temps, si vous voulez. D'accord? C'est, pour les scientifiques, donc delta V sur delta T. Ou, si vous voulez, dV sur dt. Si vous voulez utiliser la dérivée. On ne va pas trop compliquer. Donc, c'est la variation de la vitesse par unité de temps. C'est ça l'accélération. On a dit que l'unité c'est mètres par seconde au carré. Et donc, tant que la Terre tourne autour d'elle-même, tourne autour du Soleil, et n'oublions pas que le Soleil lui-même, il tourne autour du trou noir supermassif de notre galaxie qui est la Voie lactée. On ne va pas trop compliquer. On va laisser ça pour une autre fois. Parce que le trou noir lui-même, notre galaxie, elle n'est pas au repos. Maintenant, on a démontré que l'univers est en pleine expansion. Il est en pleine expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres.
à une vitesse incroyable. À une vitesse incroyable aussi. Mais restons dans le système solaire pour le moment. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de changement de vitesse, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de force, votre café ne va pas bouger. Vous êtes tranquille. Même si la rotation de la Terre autour d'elle-même, elle varie, mais c'est très léger. C'est à peu près de 2,3, je crois, millisecondes par siècle. Donc 2 millièmes de seconde chaque siècle. Alors il faut combien d'années, si vous voulez, combien de siècles pour arriver à une seconde? 500 siècles. Jusqu'à un siècle de millisecondes. Par siècle, hein, par 100 ans, par siècle. Donc il faut 500 siècles pour arriver à une variation donc de la durée de la rotation de la Terre d'une seconde. 500 siècles, c'est donc 500 que multiplie 100, ça vous fait 50 000 ans. Il faut attendre 50 000 ans pour arriver à une seconde. Donc c'est très peu. Pour voir avec quelle minutie, quelle précision d'horloger la Terre, l'univers a été conçu. Par Dieu ou la nature, selon vos convictions. Chacun ses convictions. Je ne rentre pas dans ces considérations. Alors, la Terre, donc, elle tourne sur elle-même et elle tourne autour du Soleil. Le Soleil. C'est quoi le Soleil? C'est quoi le Soleil? Le Soleil est une étoile. Est une étoile. Attention, il y a une différence entre une planète et une étoile. C'est quoi la différence? L'étoile, au sein de l'étoile, il y a des réactions nucléaires. Il y a à chaque instant près de 600 millions de tonnes d'hydrogène qui sont transformées en hélium dans une réaction de fusion nucléaire. La fameuse bombe H que les grandes puissances ont découvert. La bombe de Hiroshima est basée sur la fission. Là, c'est la fusion. La fusion, elle libère beaucoup plus d'énergie. C'est la fusion nucléaire qui se passe au niveau des étoiles. Par contre, les planètes, elles ne produisent pas de lumière. Quand on regarde dans le ciel, on voit l'étoile du Berger. On l'appelle l'étoile du Berger. En réalité, c'est Vénus, c'est une planète et non pas une étoile. On l'appelle l'étoile du Berger. Elle est très brillante, Vénus, elle est très brillante dans le ciel. Mais elle ne produit pas de lumière. C'est la réflexion de la lumière du soleil. Donc la réflexion de la lumière de son étoile. C'est le cas des autres planètes. On peut voir Mars, on peut voir Jupiter dans le ciel. Il y a des périodes
Les astronomes nous conseillent par exemple de regarder des périodes où certaines planètes du système solaire sont visibles, clairement visibles dans le ciel. Mais ce n'est pas parce qu'elles produisent de la lumière, non. C'est la réflexion de la lumière du soleil. C'est exactement la même chose pour la Lune. La Lune ne produit pas de lumière. La Lune, elle a une surface comme la Terre. Mais il y a réflexion des rayons du soleil. Voilà. Donc la différence entre une étoile et une planète, c'est que au sein de l'étoile, il y a production d'énergie. Une grande production d'énergie. C'est phénoménal ce qui se passe à l'intérieur des étoiles. C'est des réactions de fusion nucléaire. C'est-à-dire que l'hydrogène se transforme en hélium par l'intermédiaire de fusion, de réactions nucléaires. Il y a des réactions chimiques. Il y a tout le temps des réactions chimiques dans l'univers, sur la Terre. Mais ces réactions, ce sont des réactions chimiques qui se passent au niveau des atomes. Donc un redéploiement notamment des électrons. Mais les réactions nucléaires se font au niveau du noyau de l'atome. D'accord? Et il y a libération de quantités incroyables d'énergie lors de ces réactions nucléaires. C'est le principe de la fabrication des bombes nucléaires. Le principe donc de la production d'énergie nucléaire. Parce que l'énergie nucléaire, on peut aussi, heureusement, la produire pour des buts pacifiques, pour produire, par exemple, de l'énergie électrique. Il y a beaucoup de pays qui utilisent des centrales nucléaires pour la production de leur électricité. La France est l'un de ces pays. Elle a une grande proportion de son énergie électrique qui provient donc du nucléaire. Voilà donc en gros la différence. Alors que les planètes, donc, elles n'ont pas de lumière, il n'y a pas de réaction nucléaire qui se passe au sein de ces corps célestes. Les étoiles, les planètes et le reste sont des corps célestes. Les étoiles, elles ont la particularité d'être donc des centres où il y a des réactions nucléaires et ça libère des quantités incroyables d'énergie sous forme de chaleur, sous forme de lumière. C'est grâce au soleil qu'il fait jour sur Terre. S'il n'y avait pas de soleil, on serait dans l'obscurité totale. D'accord? Et des soleils comme le nôtre, il y en a des quantités dans l'univers. Il y en a des milliards et des milliards, rien que au sein de notre galaxie qui est la Voie lactée. Et il y a des milliards et des milliards de galaxies dans l'univers. Alors si vous faites le compte, ça en fait beaucoup, beaucoup. Mais pour le moment, comme je vous l'ai déjà dit, on va rester dans le système solaire. Est-ce que la Terre est la seule planète du système solaire? Non, bien sûr. Vous savez tous que la Terre n'est pas la seule planète dans le système solaire. Pour le moment, c'est la seule planète
où il y a la vie. La vie existe sur notre planète. Ailleurs dans le système solaire, pour le moment, à notre connaissance, il n'y a pas de vie. En tous les cas, il n'y a pas de manifestation de cette vie au sein, déjà, je parle du système solaire. Mais ça, c'est un autre sujet. On va en parler une autre fois. Quelles sont les planètes du système solaire? Avant de parler des planètes du système solaire, vous devez savoir qu'il y a globalement deux types de planètes. Il y a ce qu'on appelle les planètes telluriques, qui sont des planètes rocheuses, où il y a une surface où on peut atterrir sur la Terre. Nous avons une surface, hein, on peut rouler à pied, en voiture, etc. On peut se poser. D'accord? Et il y a des planètes qu'on appelle gazeuses. Pardon. J'ai une envie d'éternuer qui vient et qui s'en va. Pardon, je m'excuse. L'éternuement, il paraît que c'est très dangereux de le retenir. Hein? Certains disent même qu'il y a un risque vital. Hein? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il en est. Il y a donc les planètes telluriques par rapport à volcaniques, hein, ils sont d'accord. Donc, ils sont des planètes rocheuses où il y a une surface où on peut se poser. Il y a les planètes gazeuses. Les planètes gazeuses sont des planètes qui sont formées globalement de gaz, plusieurs couches de gaz. Bien sûr, au centre de la planète, on dit qu'il y a un noyau qui est formé, on ne sait pas de quoi. Bon, il y a des théories là-dessus. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Essayons d'énumérer ces planètes. Alors, à partir du Soleil, de la plus proche à la plus éloignée du Soleil, vous avez d'abord Mercure, planète Mercure. Ensuite, vous avez Vénus. Ensuite vient la Terre. Ensuite vient Mars. Là, c'est les 4 planètes telluriques du système solaire. D'accord? Et la Terre en fait partie. Plus loin, si on va plus loin, donc je répète, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ça fait 4. Plus loin, il y a Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ça fait 4 autres. D'accord? Et celles-là, ce sont des planètes gazeuses. Donc, si vous allez sur Jupiter, il n'y a pas de surface. On a bien envoyé des vaisseaux, des sondes spatiales vers ces planètes. C'est bien Vénus que Saturne, qu'Uranus et Neptune, mais elles ne se sont pas posées dessus. Elles ne pouvaient pas se poser dessus. Alors que sur Mars, on a envoyé même des robots qui sont posés, qui sont actuellement sur Mars, comme Curiosity, donc le fameux robot américain qui est en train, ça fait plusieurs années, il est en train de faire des essais, etc. Il est télécommandé à partir de la Terre. Mais sur les autres planètes, si un objet s'approche et qu'il est attiré donc par ces planètes gazeuses, ben, il va être happé, il va être absorbé, mangé si vous voulez, par ces planètes. Il va entrer dans les différentes couches de gaz et il va être absorbé, attiré par... Parce que, attention, ces planètes, la loi de la gravitation de Newton, elle est valable, quelle que soit la planète, qu'elle soit tellurique ou gazeuse, c'est les mêmes forces qui s'exercent, d'accord? Il y a des forces d'attraction qui s'exercent, d'accord? En réalité, il y a quelques décennies, il y avait une autre
planète, c'était Pluton. Elle était classée comme planète. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la fameuse ceinture de Kuiper, on a trouvé d'autres planètes de la taille de Pluton, et même un peu plus grosses. Alors on s'est dit que si on devait garder Pluton, il fallait classer aussi ces autres objets célestes comme planètes. On a décidé plutôt de déclassifier Pluton. Pluton donc n'est plus considéré comme planète. D'accord? Pluton n'est plus considéré comme planète. Je ne me rappelle plus de la date exacte, mais il y a quand même un bon bout de temps. Il y a eu même à l'époque des manifestations dans certains pays comme aux États-Unis, des gens qui soutenaient Pluton, qui voulaient que Pluton reste, parce que depuis très longtemps, les astronomes ont toujours considéré Pluton comme étant une planète. Donc, maintenant, il y a 8 planètes dans le système solaire. Il y a 4 planètes telluriques et il y a 4 planètes gazeuses. Et ces planètes-là, certaines de ces planètes, pour ne pas dire presque toutes, elles ont aussi des lunes, comme la Terre. La Terre, elle a une lune. La Terre, elle a une lune. Les autres planètes aussi, elles ont des lunes. En général, elles ont des lunes. Mars est là, Phobos et Deimos. Jupiter est là, Europe, la fameuse lune, dont on parlera, qui pourrait abriter la vie. Petite confidence. Parce qu'elle a un océan de glace à la surface. Il y a aussi Encelade, la lune de Saturne. Il y a aussi un océan de glace. Ce sont des lunes. Donc Encelade, c'est la lune de Saturne. Ce sont des lunes qui pourraient abriter la vie dans le système solaire. C'est un scoop que je vous fais. On va en reparler au cours d'une prochaine émission. Globalement, pour la vie, pour le moment, elle n'existe que sur Terre. Dans le système solaire, les planètes elles-mêmes du système solaire ont peu de chances d'abriter la vie maintenant. Certaines, d'après les observations, ont pu abriter la vie. Tout au moins, elles avaient des conditions telles qu'elles auraient pu donc avoir abrité la vie, comme Mars. Parce qu'il y avait de l'eau sur Mars. Maintenant, on l'a prouvé. Et l'eau qui dit eau liquide dit possibilité qu'il y ait la vie. Mais c'est un autre sujet. Voilà. C'est une introduction donc à l'univers et à l'espace. Donc on a parlé au cours de cette séance de la Terre et du système solaire. Très brièvement. Parce que il faudrait plusieurs heures pour parler en détail de toutes les planètes. Voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.